jésuites du Canada français et d'Haïti. Il pose un regard critique sur les structures sociales, politiques, économiques, culturelles et religieuses. Il publie la revue Relations et organise différentes activités publiques, notamment les soirées Relations comme ce soir. Son secteur Vivre ensemble développe une expertise sur les enjeux d'immigration, de protection des réfugiés, ainsi que sur le pluralisme culturel et religieux. Hier, 22 avril, avant-hier, 22 avril, c'était la Journée de la Terre. La présente soirée se veut dans la mouvance des investissements dans le secteur des hydrocarbures. Ce mouvement est très avancé dans les universités américaines, entre autres. Ici, l'Université Laval a été la première université canadienne à annoncer son intention de se départir de ses avoirs dans les hydrocarbures. Nous y reviendrons sûrement dans la soirée. Des grands fonds de placement ont aussi emboîté le pas dans la caisse de retraite des employés de la ville de New York et récemment, notre caisse de dépôt et placement a annoncé un retrait partiel dans ce secteur. Le Centre de justice et foi a publié la semaine dernière un article dans le Soleil concernant toute cette problématique. Alors, à Québec, la soirée est organisée aussi pour le 40e des Amis de la Terre. Lors de la préparation de la soirée, nous n'avions pas prévu qu'elle s'inscrirait autant dans l'actualité avec les broderies entre l'Alberta et la Colombie-Britannique au sujet du pipeline transmountain de la compagnie Kinder Morgan. Nul doute que nous en ferons allusion ce soir. Sans plus tarder, je vous présente le premier conférencier, qui est André Bellil. Il a cofondé en 1982 l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Il partage les leçons tirées de ses expériences, invite les individus et les communautés à passer à l'action face aux menaces environnementales qui nous affectent. Il dit souvent, si moi, un ancien gars de la construction, je vais pas accomplir tout ça, alors tout le monde est capable. Fin de la citation. Celui qui a effectué de nombreuses tournées de mobilisation du public québécois et a coordonné plusieurs programmes populaires tels que Un air d'avenir, Fête de l'air, Adieu Bazou, Changer d'air, L'énergie, j'ai mon mot à dire, et Citoyens, taisez-vous. Puis acide, Pollution industrielle, Débat public sur l'énergie, Efficacité énergétique, Énergie renouvelable, Protocole de Kyoto, les sommets mondiaux sur le climat et les gaz à effet de serre, pollution automobile, gaz de schiste, smog, liberté d'expression et poursuites abusives sont autant de causes défendues avec succès par la QLPA et son président. Alors, pour ce soir, on m'a demandé à André Bellil de nous passer un portrait des luttes qui ont été faites concernant les hydrocarbures au Québec. En fait, concernant tout le dossier énergétique, pas juste les hydrocarbures. Alors, chaque conférencier a 20 minutes. Après ça, il y aura une pause de 10 minutes. Et puis après ça, il y aura une période de questions. Et on va terminer à 21h30 au plus tard. Alors, je laisse la parole à M. André Bellil pour 20 minutes. Merci. Ah, il y a une feuille qui va circuler où on prend les adresses puis les courriels des gens. Ça nous aide pour vous retracer si on veut vous envoyer de la publicité. Fait que ça va circuler. Puis vous l'envoyez. Alors, merci, M. Hudon. On m'a demandé de faire un peu un historique de l'affaire énergétique québécoise. Et j'ai pensé que ça serait de bon ton de revenir vraiment à nos racines, parce qu'on parle c'est comme l'énergie, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau au Québec. Puis j'ai pensé aussi que si on se rattachait à nos racines, on retrouverait notre essence, c'est qui on est à travers ça. Parce qu'on a tendance à essayer de nous faire croire qu'on est d'autres choses que des Québécois et des Québécoises. On essaie de nous faire croire bien souvent qu'on est plus américain qu'on devrait ou qu'on est. Alors, j'ai pensé que si on reculait nos cadrans avant la colonie française, on réaliserait que déjà, à ce moment-là, mes ancêtres, parce que j'ai des ancêtres algonquins, j'ai des ancêtres français, mais mes ancêtres algonquins étaient là avant. Alors, les Algonquins, comme les autres nations, connaissaient l'utilisation des énergies renouvelables et les utilisaient à tous les jours, à toutes sortes de fonctions. Chaque rivière ou le fleuve, c'était des voies d'eau qui servaient à transporter. Alors, on n'avait pas, on se cassait pas la tête, on mettait le canot ou le rabasca sur l'eau, on chargeait ce qu'on voulait là-dedans, puis par là, on s'en va, on monte ou on descend, puis ça y va.
On savait aussi utiliser le vent, beaucoup. Le vent servait pour faire sécher les pots, pour aérer les tentes, pour plein d'utilisations. Je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus. Il y a aussi qu'on chauffait au bois. Hein? On avait une ressource renouvelable et on savait l'utiliser sans s'empoisonner. Il faut dire qu'il y avait moins de monde. C'est sûr que quand on pensait qu'il y avait, je ne sais pas, 200 personnes qui vivaient sur une pointe, puis que là, il y avait une trentaine, une quarantaine de gros tipis, le vent transportait le boucan rapidement ailleurs. Maintenant, c'est devenu un fléau. Mais c'est devenu un fléau en ville. Hein? Parce que là, on a abusé, là, c'est le fun. Avoir un foyer, c'est pas le fun en ville. En campagne, c'est un charme, puis en ville, c'est un drame. Bon. Voilà. Alors, si on fait le tour de ça, on se rend compte que quand les Français arrivent, les Français copient le modèle. Hein? Ils disent, ils sont venus en bateau à voile, ils ont installé des moulins à vent, puis on avait des moulins assis qui utilisaient l'eau pour faire virer des moulins assis. Et encore là, on utilisait et le vent, et l'eau, et le soleil, puis ça a duré longtemps. Ça a duré encore des centaines d'années. Mais avec le temps, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Il y a des intérêts qui viennent parfois distordre la réalité ou les besoins. Alors, à un moment donné, on s'est mis, et là, on reste toujours il y a longtemps, là, on parle dans le temps des forges du Saint-Maurice sur le Saint-Maurice, on avait commencé à produire du métal dans les forges du Saint-Maurice, et on produisait des boulets de canon, on produisait des canons même, mais on le faisait avec du charbon, mais le charbon, c'était compliqué à cette époque-là de pouvoir amener du charbon ici, et on s'est mis à faire du charbon à partir du bois. On a fait du charbon de bois. Et encore là, on s'est rendu compte qu'avec les matières naturelles, on pouvait très bien s'en sortir, puis il n'y avait pas de problème. Là, on va avancer notre cadran de plusieurs centaines d'années. Là, c'était juste pour vous dire, c'est pas nouveau utiliser des énergies renouvelables au Québec, mais des fois, on a tendance à l'oublier. Mais surtout, il y a des gens qui aimeraient qu'on l'oublie. Et c'est là qu'on va commencer à parler de ce qui se passe maintenant. Bon, premièrement, dans les batailles qu'on a menées, la QLPA, c'était le premier groupe d'éducation populaire en environnement. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que moi, j'étais un gars de la construction, qui, quand j'étais petit cul, j'aimais ça à la pêche à Rivière-à-Pierre, puis il y avait là des pêches à faire, il n'y avait pas de bon sens. Mais quand j'étais petit cul, j'étais dans les années 60. Mais dans les années 70, il y avait déjà plus de truites dans le coin du lac Claude ou du lac Chapeau, en haut des Rivière-à-Pierre. C'était des places qu'on allait en hydravion où on faisait une marche d'à peu près une journée pour pouvoir se rendre. C'était pas l'effort de pêche qui causait le problème. Et ça m'a vraiment frappé, imaginez un petit cul qui voit son paradis dans son cœur, dans sa tête, qui est en train de disparaître littéralement, puis qu'il n'y a pas d'explication, ça m'a rendu fou. Puis, tant que j'ai travaillé à Baie James, parce que ça c'est l'autre affaire, j'ai travaillé pendant 10 ans à Baie James, pendant le temps que j'étais là, je me disais, voyons donc, c'est quoi qui se passe là? Puis finalement, un jour, je découvrirai qu'on est probablement en train de vivre le même problème qu'on connaît en Scandinavie, qui appelait les pluies acides. Donc, la QLPA, pour les gens qui sont de mon âge, vous vous souvenez que la QLPA s'appelait l'Association québécoise de lutte contre les pluies acides dans les années 80. Et là, on avait le mandat, on s'était donné le mandat d'éduquer les gens ou d'informer les gens pour être capable de faire un changement de société important. Parce que c'était là vraiment le premier gros dossier environnemental de l'époque, qui était international. Bon, dans notre cas, c'était le Québec, le Canada, les États américains, les États-Unis. Puis il fallait faire bouger tout ce monde-là. Et c'est une bataille qu'on a gagnée au Québec. C'est le Québec qui a fait virer le reste de l'Amérique. Et ça s'est fait parce que la population du Québec a compris le problème, mais a aussi compris l'occasion que ça nous offrait, l'occasion de vraiment progresser de différentes façons. De là qui est venue l'expression d'efficacité énergétique, on va y revenir dans pas long. Le problème qu'on avait au Québec, ça s'appelait la Noranda, ça s'appelait le smelter de Rouen, pour ceux qui ont été dans le coin de Rouen, ou, en bon français, l'usine d'affinage des métaux. Cette cheminée-là émettait à elle seule 860 000 tonnes d'anhydride sulfureux dans l'air. Puis l'anhydride sulfureux, dès que ça rencontre l'humidité, c'est un gaz
qui peut s'agglomérer à des particules sèches, comme se coller à des gouttes de vapeur, qui en a mal dans l'atmosphère, bien, revirer en acide sulfurique. Et souvent, je disais aux gens, ben, si vous ne comprenez pas tout à fait ce que ça veut dire, les dommages que l'acide peut faire, parce que là, on pouvait expliquer que les lacs viraient acides, mais pour faire une image, puis j'étais un peu choquant, moi j'aime ça choquer le monde pour que ça reste imprimé dans la mémoire, bien, je disais, imaginez, vous prenez votre poisson rouge et vous le trempez dans l'eau de Javel pendant 1 heure. Hein? Vous allez voir, il va changer de couleur. Bon, ben c'est ça. Non seulement les lacs changeaient de couleur, ils devenaient tout à fait clairs, d'une clarté incroyable, surnaturelle, mais il n'y avait plus de vie dedans. Okay? C'était ça, des lacs acidifiés. Et là, on se rendait compte qu'il y avait des centaines de milliers de lacs en voie d'acidification, et l'épicentre de l'acidification au Québec, c'était dans Port-Neuf. Okay? Donc, c'est là que le TQ a comme pogné le feu et dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a proposé une solution que la Noranda, pendant longtemps, ont réfuté en disant que ça n'avait pas de bon sens, que je n'avais fumé du bon, que j'étais n'importe quoi, là, tout ce qu'on pouvait dire pour les écolos, les pelleteux de nuages, mettez-en, martiens, n'importe quoi. Bon, ils ont tout pris, puis finalement, après 6 ans, il n'y avait plus d'arguments, et ils ont fini par accepter la solution qu'on proposait. Il faut dire qu'on avait à cette époque-là le ministre Clifford Lincoln qui, lui, avait une compréhension de ces enjeux-là qui était pas mal intéressante, et il avait compris qu'il y avait besoin d'avoir l'appui populaire pour renverser le lobby de la Noranda. La Noranda, c'était extrêmement puissant à l'époque. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a vraiment informé les gens sur le problème et la solution. Dans le cas de Noranda, la solution, c'était quoi? C'était, ben, au lieu d'envoyer l'acide en nuage de gaz dans l'air, tu en récupères à la base de la cheminée, tu le mets en 45 gallons, puis tu vends ça, c'est de l'acide sulfurique. Bon, Noranda, pendant longtemps, nous ont dit, ça n'a pas de bon sens, si on veut réduire de 50% l'anhydride sulfureux, comme vous le dites, on va réduire par voie de conséquence, 50% de l'ouvrage, de l'emploi. Mais la réalité, c'est exactement le contraire. C'est à partir du moment où ils ont arrêté de s'ostiner et de jouer un jeu mesquin et qui ont décidé d'agir de façon responsable, ils ont bâti l'usine de désulfurisation, comme on le disait. Ça a fait travailler 200 personnes pendant 3 ans pour la concevoir, la bâtir, et après ça, bien, il y a eu 80 personnes à plein temps, et encore aujourd'hui, qui travaillent dans l'usine de désulfurisation de la Noranda. Et non seulement ça a donné de l'ouvrage pour 80 personnes en permanence, mais ils font entre 10 et 20 millions, en moyenne 15 millions de profits par année depuis ce temps-là. Et là, je vous parle depuis 1994. Okay? Et ce que ça a permis aussi, ça a permis de revoir leur mode de production et de devenir plus efficace, d'où l'idée d'efficacité énergétique. On y reviendra. Donc, quand ça s'est arrivé, le Québec est devenu le leader de la lutte contre les pluies acides, et on a pris un engagement, le ministre Clifford Lincoln, de forcer la Noranda de réduire de 300 000 tonnes ses émissions d'anhydride sulfureux, et ça c'était en 88. Mais pour ceux qui s'en souviennent, peut-être, je souhaite, l'été 88, ça a été un été particulièrement chaud et sec. Et nous, on parlait déjà du réchauffement planétaire. Fait qu'imaginez, on me traitait de fou quand je parlais des pluies acides, mais quand je parlais du réchauffement planétaire, là, en 86, là, je fais des compliments qu'on m'a fait, mais en 88, c'est connu maintenant, c'est une des premières manifestations très sérieuses de réchauffement planétaire qui a amené un problème de pénurie d'énergie au Québec. Et là, ça, c'était l'absurdité totale. Et moi, ça me frappait encore de plein front parce que je venais de sortir de la baie James, bâtir ce qui était le projet du siècle, et je connaissais très bien tout le territoire de la baie James, et je connaissais aussi pas mal bien le territoire de la Côte-Nord. Puis j'avais remarqué, bon, premièrement, on avait décidé d'exporter aux États-Unis beaucoup d'énergie. On avait découvert l'intérêt d'exporter aux États-Unis cette énergie-là. Mais on a comme passé à travers la réserve parce qu'on ne tenait pas compte de l'évaporation et de réchauffement planétaire. Et ce qui est arrivé, c'est relativement simple. Comme on ne croyait pas au réchauffement planétaire, bien, les bassins de la baie James, pour ceux qui ont été, vous le savez, ce sont des bassins qui sont extrêmement étendus, mais très peu profonds. C'est rare que ça ait plus là, que 10-15 mètres de profond. Okay? Alors, c'est un endroit où ça s'évapore
très rapidement. Alors imaginez, on avait ouvert les vannes au maximum pour exporter aux États-Unis au moment où l'évaporation faisait que les bassins se vidaient doublement plus vite. Alors à l'automne, on est arrivé dans une situation complètement folle où on est en pénurie d'énergie. Okay? Et quelle était la réponse du Québec à ce moment-là? C'est Mme Bacon qui répondra. Pour ceux qui se souviennent de Lise, on avait une relation très cordiale, très chaleureuse, Lise et moi. Alors, Mme Bacon est arrivée avec l'idée qu'il fallait repartir une vieille centrale thermique au mazout, la centrale de Tracy, qui était déjà fermée depuis un bon bout de temps, et mettre un terme à l'alimentation des chaudières, des pâtes et papiers en hydroélectricité ou en électricité, les retourner au mazout et éliminer le premier programme biénergie qui avait été mis en place pour les bâtiments et structures. Alors, d'un côté, le ministre Lincoln dit on va réduire les émissions de SO2 de 300 000 tonnes, mais avant même qu'on commence à réduire, Lise elle nous dit il n'y a rien là, on va commencer par augmenter de 150 000 tonnes. Alors là, on n'était pas fait pour s'entendre. Je pense que le cerveau gauche est déconnecté du cerveau droit. Il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose de logique un peu. On a demandé qu'il y ait un débat public sur l'énergie au Québec, qui aura lieu en 94, 15-16, sous M. Palizeau. Mais pendant ce temps-là, nous, on a sillonné le Québec à grandeur. On est allé partout pour expliquer aux gens le contexte complètement fou qu'on vivait, expliquer c'est quoi les problèmes de pollution de l'air, parce qu'au-delà des plus acides, il y avait le smog, il y avait aussi la destruction de la couche d'ozone et il y avait le réchauffement planétaire. On en a profité pour faire comprendre aux gens que tout ça, au fond, c'était causé par les combustibles fossiles. Et, curieusement, au Québec, on pouvait se départir de ça, puis on avait un potentiel absolument extraordinaire qu'on a à peine développé encore aujourd'hui, de lier les énergies vertes renouvelables comme l'éolien, le solaire, la géothermie à notre développement hydroélectrique, qui sont comme des grosses batteries finalement, où on peut accumuler de l'eau qui devient de l'énergie parce qu'on turbine du vent ou parce qu'on utilise le soleil, turbine moins d'eau. Et là, ça a finalement, après plusieurs années de tournée au Québec, on a fini par rencontrer assez de gens pour que quand le premier ministre a déclaré qu'il y aurait une commission pour le débat public sur l'énergie, il y a 14 000 personnes qui ont participé, et les gens, monsieur, madame, tout le monde au Québec ont dit, ce que les écolos disent, là, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait commencer par la conservation d'énergie. Là, je disais au monde, vous savez, on est des gros producteurs d'énergie. Je le sais, enfin, les bâtis à Péjane, je sais qu'on a des gros moyens de production. Mais c'est incroyable, on est encore pire en termes de gaspillage. On est super bon pour produire, mais on gaspille de façon honteuse. Alors, il faudrait commencer par la conservation de l'énergie, être un peu plus logique dans notre utilisation de l'énergie. Puis en même temps, il y avait un concept qui se développait de plus en plus, l'efficacité énergétique, qui veut dire produire les mêmes services en utilisant moins d'énergie. Et ça, ça pour donner une image simple, là, si on prend un frigidaire des années 80, comparé à un frigidaire d'aujourd'hui, il consomme à peu près 80 fois moins d'énergie. C'est ça l'efficacité énergétique, ça libère de l'énergie. Donc nous, ce qu'on disait, l'important, c'était justement d'arriver à utiliser l'énergie de façon intelligente. Et au bout de ce débat-là, la conclusion de la commission pour le débat public sur l'énergie nous a donné 100% raison. Et le Québec a décidé qu'on prenait le virage des énergies vertes, on abandonnait le nucléaire, comme la population le demandait, on abandonnait le thermique, la centrale, il nous restait la grosse centrale de Tracy, là, et on allait pour d'abord la conservation de l'efficacité, et après ça, on avait le temps de développer l'éolien, le solaire, puis si jamais on manquait d'énergie, les rivières, ils ne se sauveraient pas. On aurait encore des rivières, et, oui, merci, on aurait encore des rivières qu'on pourrait y revenir. Alors là, ça, on était bien contents, mais encore là, le cerveau gauche est déconnecté du cerveau droit. Et là, on est en 98, M. Caillé nous arrive avec l'idée géniale qu'au Québec, on devrait maintenant produire de l'énergie électrique à partir du gaz naturel. Et là, c'est la saga des centrales au gaz. Vous vous souvenez du Suroît, vous vous souvenez, il y en avait 12 projets comme ça. Il y en a un qu'on a échappé, qui est à Bécancour. Elle a fonctionné 14 mois, elle a émis 1 800 000 tonnes de gaz à effet de serre. On a payé maintenant à peu près 2 milliards de dollars en date d'aujourd'hui pour qu'elle ne fonctionne pas. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'était mis un doigt dans l'œil exactement comme on avait dit. Le moment où elle est partie,
ben, les Américains qui avaient signé l'accord sur les plus acides avec nous ont dit, ben là, maintenant, pour réduire les plus acides, on va acheter de l'énergie propre. Et quand on s'est mis à vendre de l'énergie produite par une centrale au gaz, et en même temps, on achetait la surproduction de l'Ontario, des centrales de charbon la nuit, puis qu'on exportait ça aux États-Unis, ben ça n'a pas été long. Ils ont dit, votre énergie propre est plus propre. On vous donnait 9 cents du kilowattheure parce qu'elle était propre. Maintenant, vu que c'est comme l'énergie d'une centrale au gaz, vous allez avoir 6 cents. Ben, dans un claquement de doigts, on a perdu 300 millions. Et après ça, Hydro-Québec a réalisé que, oh boy, on s'est mis un doigt dans l'œil, pas à peu près, on est mieux de payer 150 millions par année pour qu'elle ne produise pas. OK? Ben nous, ça, là, on s'est battu, puis Patrick était là dans la bataille du Suroît. Donc, ça vous donne un peu l'exemple des pressions qu'on essaie toujours de mettre sur les gens, sur les populations. Mais l'histoire du Suroît, et j'aimerais que vous vous rappeliez de ça, parce que moi, ça m'a frappé après. Après le Suroît, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les ports méthaniers. Vous vous souvenez, hein, le gros port de Rabaska, c'était la technologie moderne à son meilleur, puis ça se pouvait pas, Québec puis Lévis, on serait au firmament avec le Rabaska, c'était comme la 8e merveille du monde. Mais il ne s'est pas réalisé. Comme Kakula s'est pas réalisé. Hein? La logique a voulu que ça n'avait pas de bon sens, puis ça ne s'est pas fait. Puis, là, ça commence à être drôle. La QLPA, en 2008, mais en 2009 surtout, fin 2008, on commençait à avoir des doutes sur la stratégie énergétique du Québec que M. Charest avait lancée en 2006, qui disait que le Québec devait devenir la plaque tournante des énergies fossiles. La plaque tournante des énergies fossiles, puis là, on parlait de production de gaz naturel. Dans mes connaissances, je commençais à m'y connaître un peu, là, déjà, ça faisait pas loin de 30 ans que j'étais là. Gaz naturel, on en a déjà produit au Québec, là, mais ça fait longtemps. Puis on en a pas du but. Gaz naturel, de quoi on parle? Et là, on s'est rendu compte que finalement, en faisant des recherches, M. Callier et ses amis, du Parti libéral bien sûr, s'étaient tous attribués les permis d'exploration et d'exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, en Anticosti, un peu partout. Et bien là, si eux autres, ils savaient ça avant, parce qu'ils s'étaient déjà mis le nez là-dedans, puis ils étaient comme, c'est un délit d'initié, on peut dire, ils avaient planifié leur affaire en disant, ben c'est pas vraiment compliqué, on va mettre les gens devant des faits accomplis, on va bâtir des centrales au gaz, ces centrales-là, ben on va pouvoir leur vendre notre gaz, puis s'il reste au gaz, ben on pourra le shipper avec les ports méthaniers, ou le port méthanier, parce que les autres, ils voulaient la Rabaska. Alors ça nous amène encore dans une situation où on voit bien qu'au niveau politique, l'appât du gain va dicter souvent des comportements absolument fous. À quoi je veux en venir? Bon, là, la conclusion est là, parce qu'il me reste une minute, c'est qu'on parle de désinvestissement dans les énergies fossiles, dans le pétrole. Bien, vous savez que notre caisse de dépôt investit, que Desjardins investit, que beaucoup des grandes institutions, même le gouvernement du Québec, subventionnent les pétrolières, les gazières, au moment où on a pris des engagements qu'on n'a jamais respectés, parce que Kyoto, on l'a moffé, parce que toutes les promesses qu'on a prises, c'est la foutaise, on n'est même pas proche du début, du commencement d'approcher ces engagements-là, ben c'est la seule façon de changer le cours des choses, c'est par une mobilisation populaire, comme on a connu d'un puits acide, comme on a connu d'un gaz de schiste. Maintenant, si on veut être capable de faire face au réchauffement planétaire, bien, il faut que tout le monde participe. Il ne faut pas laisser ça comme fardeau à des groupes écolos puis dire « Ah, les écolos vont s'en occuper ». C'est pas vrai, l'avenir du monde se joue là. Et la seule façon de changer, puis moi je demeure très optimiste, hein, l'espoir réside sur l'action, dans l'action, ben, il faut que les gens se mobilisent. Et une des actions proposées, c'est justement de désinvestir dans le pétrole. Alors, ben, il y a des gens qui ont des fonds de retraite. Hein? Ben, on peut dire, ben, moi, cet argent-là, là, je ne veux pas qu'elle serve dans le pétrole, je veux qu'elle serve dans l'efficacité énergétique, je veux qu'elle serve dans l'éducation, je veux qu'elle serve dans d'autres choses que détruire la planète. OK? Et mon mot de la fin va être que si on était capable de régler plus acide, si on était capable de régler tous les autres dossiers, parce que les gens y ont cru, les gens ont embarqué, puis ça a marché, on est encore capable de le faire, puis on a encore moins le choix qu'avant.
Parce que maintenant, c'est clair qu'avec le réchauffement planétaire, là, on a une petite fenêtre d'opportunité dans les 5 prochaines années à peu près. Il faut prendre les virages de façon logique, déterminée, et avoir des redditions de comptes aussi. On peut le faire. Mais de la manière que c'est parti là, ça n'ira pas. Donc, il faut que les gens se lèvent et se mobilisent. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Bellil. Alors, je rappelle leur premier livre de la QLPA qui a été contre les plus acides. Ensuite, il y a eu la campagne sur le débat public sur l'énergie, les centrales au gaz, les ports méthaniers, Rabaska, Kakuna. Et on finit avec des investissements. Alors, une série de luttes, mais dont certaines ont été gagnées, puis avec une espèce de volet optimiste raisonnable, si on peut dire. La deuxième conférencière s'appelle Sarah Kakoub. C'est une jeune consultante qui vient tout juste d'être diplômée de la maîtrise en gestion en contexte d'innovation sociale à HEC de Montréal. Elle est formée aussi en génie géotechnique de Polytech à Grenoble. Conscientisée par les problèmes environnementaux, c'est en suivant le cours de la décroissance conviviale qu'elle a décidé d'écrire un mémoire sur le thème de la transition énergétique et sur la possibilité ou non de l'accomplir sans décroissance économique. Son mémoire a pour titre « Peut-on accomplir la transition énergétique sans décroissance économique ?» Depuis novembre 2017, elle est consultante externe pour Transition énergétique Québec, qui est reliée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Mais elle fait mention de dire ce soir, elle ne présentera pas la position du ministère, la position officielle du ministère. Elle parle en son nom. Merci. Alors, elle a 20 minutes comme... Alors, bonsoir. Alors moi, ce soir, je vais vous parler des enjeux de la transition énergétique, puis je vais les aborder dans un contexte global. Je sais qu'André vous a parlé du Québec, mais moi, je vais les aborder dans un contexte global, et je vais plutôt parler de la dimension physique. Alors, avant de parler des défis et des enjeux de la transition énergétique, eh bien, pourquoi une transition énergétique? Alors, tout d'abord, parce que notre système de croissance économique, elle est basée sur une mobilisation énergétique. Croissance économique et mobilisation énergétique entretiennent un lien très étroit, proche de 1, tel qu'on peut le voir sur le graphique. Et d'après Jancovici, eh bien 100% du PIB occidental, bien sûr, est peu ou prou asservi à l'approvisionnement énergétique. Cet approvisionnement énergétique, de quoi il est constitué? Il est constitué à plus de 80% en ressources non renouvelables, donc le pétrole, le charbon et le gaz. Et puis ce qu'on peut voir sur le graphique encore, c'est qu'en l'espace de 40 ans, cette production a doublé. En 1973, on était à près de 5 millions de tonnes équivalent pétrole. En 2014, on était à près de 10 000 millions de tonnes équivalent pétrole. Alors toujours dans le pourquoi, eh bien cette utilisation massive de ces énergies fossiles, elle engendre deux choses. Tout d'abord, le réchauffement climatique. Alors je ne vais pas m'attarder sur la question parce que je pense que tout le monde est conscientisé par ça. C'est donc un réchauffement global de la température sur Terre qui menacerait en fait nos conditions d'existence. Le GIEC impose une limite à 1000 gigatonnes de CO2. Si on va au-delà de cette limite-là, il va y avoir des changements radicaux et l'espèce humaine peut-être n'aura pas le temps de s'adapter. On voit par ailleurs que cette courbe croissante, c'est une extrapolation de notre utilisation massive d'énergie fossile. Donc là on voit que si on continue à ce même rythme, vers 2035, on aura dépassé cette limite de 1000 gigatonnes de CO2, ce qui montre qu'il faut rapidement engendrer un changement. Deuxièmement, cette utilisation massive de ces énergies fossiles entraîne un épuisement de ces ressources. Alors, quel est l'indicateur pour nous montrer ça? C'est l'EROI, qui est le taux de retour énergétique. C'est le rapport entre l'énergie produite et l'énergie investie pour produire cette énergie.
Alors vers 1990, pour un baril de pétrole investi, on pouvait en extraire 30, en utiliser, et enfin en raffiner et en utiliser. Donc un rapport de 30 pour 1. Aujourd'hui, on est plus de l'ordre de 20 pour 1. Ce qui montre qu'il y a une décroissance au niveau de cette possibilité d'aller extraire le pétrole, au point qu'aujourd'hui, eh bien, on se tourne vers du pétrole dit non conventionnel, tel que le sable bitumineux qu'on connaît ici au Canada. Alors oui, de force ou de gré, une transition énergétique s'impose. Mais qu'est-ce que c'est la transition énergétique? Donc moi je me suis intéressée vraiment dans une perspective de développement durable, puis dans une perspective globale. C'est en fait cette recherche de découplage entre le maintien d'une croissance économique et la diminution de nos déchets. Déchets de toutes sortes, plastique, GES, etc. Et au niveau international, toujours, la transition énergétique, comment elle est mise en pratique? Elle est mise en pratique par des politiques énergétiques qui, elles, obéissent à des propositions d'experts, comme le GIEC, qui propose différentes stratégies. Donc maintenant, dans le comment accomplir cette transition énergétique, eh bien, plusieurs stratégies sont proposées. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Plusieurs stratégies sont proposées. J'en ai retenu 3 qui me semblent très importantes. C'est d'abord la stratégie de substitution. Donc, substituer nos énergies fossiles par des énergies renouvelables. Quand on dit énergie renouvelable, ça suppose des technologies qui vont capter ces énergies renouvelables. La deuxième stratégie est la stratégie d'efficacité énergétique. Comme l'a souligné André, la stratégie d'efficacité énergétique, c'est faire croître le volume de production. On le fait croître parce qu'on veut toujours un système de croissance, en mobilisant toujours moins d'intrants énergétiques à la base. La troisième stratégie, c'est la stratégie de dématérialisation. Donc se tourner vers une économie tertiaire de services qui serait a priori moins énergivore. Et puis finalement, comment accomplir ces 3 stratégies? Eh bien, c'est en maintenant notre système de croissance économique qui va nous donner en fait les capitaux nécessaires pour accomplir ces stratégies. Alors moi je me suis posé la question, mais est-ce que c'est possible? Parce que le développement durable, ça fait plus de 40 ans qu'on en parle, puis même bien plus longtemps, mais on dirait que pas grand-chose se passe. Alors je me suis d'abord intéressée aux théories économiques, parce que je trouvais que le lien énergie et le lien économique étaient quand même très étroits. Alors d'abord, d'après la théorie économique orthodoxe, donc standard, oui, c'est possible d'accomplir cette transition énergétique, donc ce découplage croissance économique, diminution des déchets, parce que d'abord, il y a une relation de substitution entre les énergies fossiles et les technologies propres. C'est-à-dire que si on émet l'hypothèse que le prix du pétrole va augmenter dû à son épuisement, eh bien la demande en technologie propre va augmenter. Ensuite, la stratégie d'efficacité énergétique, comment elle est rendue possible? Elle est rendue possible grâce au progrès technique, qui va permettre des gains de productivité toujours de plus en plus importants. Parce que si on n'était pas dans un contexte de croissance économique, oui, on pourrait avoir une efficacité rapidement, mais là, on a besoin d'un progrès technique qui nous permet d'acquérir toujours des gains de plus en plus importants. Donc, on va augmenter la production de biens matériels avec toujours moins d'intrants énergétiques. Puis la troisième stratégie de dématérialisation, elle aussi, elle est rendue possible grâce au progrès technique, donc à l'innovation et à tout ce capital moins énergivore, donc immatériel, qui sont les connaissances, le design, le marketing, et donc cette stratégie ne va pas augmenter le volume de production, mais la valeur intrinsèque au produit. Donc si je prends l'exemple du iPhone, l'exemple que j'ai pris hier, l'exemple du iPhone, eh bien, son coût de production va peut-être valoir $100, mais grâce à tout ce qui est design, marketing, aux yeux du consommateur, ce produit-là va valoir beaucoup plus, va valoir plus, donc peut-être $1000. Donc on va pouvoir faire croître la valeur sans mobiliser plus d'énergie, donc on va faire croître le PIB, puis grâce à la stratégie d'efficacité énergétique, on va faire croître nos biens matériels et donc le PIB. Mais d'après le courant de l'écologie économique, alors ça c'est mon cadre d'analyse, c'est ce que j'ai étudié,
ces stratégies-là sont plus ou moins difficiles à accomplir dans un contexte de croissance économique. Alors comment ce courant de pensée affirme ce postulat? C'est d'abord en intégrant en fait des lois physiques à la théorie économique, qui sont la première et la deuxième loi de la thermodynamique. Donc la première loi, c'est la loi de conservation, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et la deuxième loi de la thermodynamique, c'est l'énergie se dégrade à chaque utilisation. Donc ça veut dire, donc ça remet en fait en question la stratégie de substitution et la stratégie de dématérialisation. Pourquoi? Parce que quand on va transformer une tonne de charbon pour produire nos biens et services, eh bien la moitié de cette tonne-là va partir en chaleur. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Donc ça veut dire que faire croître la production des technologies vertes, eh bien ça va faire croître plutôt l'exploitation des énergies fossiles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une relation de substitution, mais une relation de complémentarité. Parce que notre capital qu'on utilise aujourd'hui, c'est un capital naturel qui est d'origine non renouvelable et qui va permettre donc de faire croître le progrès technique et donc tout ce qui est technologie verte et tout ce qui est marketing, design. Donc la première stratégie de substitution, elle est remise en question parce que ce n'est pas une relation de substitution et une relation plutôt de complémentarité. La deuxième stratégie de dématérialisation, elle aussi, elle est remise en question parce que même de manière évidente, on peut se dire que l'économie tertiaire, donc de services, elle n'a pas remplacé notre économie industrielle. Elle a juste ajouté à cette économie industrielle qui, en plus, pour la plus grande part, s'est délocalisée ailleurs. Donc on peut avoir ici au Québec une économie tertiaire, mais dans d'autres pays, donc une économie bien industrialisée qui repose sur un flux énergétique. Donc, par exemple, toutes nos infrastructures, nos ordinateurs, eh bien, ça repose sur un flux énergétique qui va des mines de charbon, qui passe ou au carburant qu'on doit injecter dans nos machines pour aller extraire des matériaux pour fabriquer nos ordinateurs. La troisième stratégie d'efficacité énergétique, donc, elle aussi, elle est remise en question par Stanley Jevons, qui lui dit, dans un contexte de production croissante, eh bien, l'efficacité énergétique va produire des effets rebonds. Alors, qu'est-ce que c'est les effets rebonds? C'est que lorsqu'on va faire des gains en énergie grâce au progrès technique, eh bien, ces gains-là vont être utilisés pour produire d'autres activités, parce qu'on est toujours dans cette logique, ou bien illogique, comme le souligne André, productiviste. Donc ça veut dire qu'on ne laisse rien traîner, on va tout utiliser pour produire des biens et pour produire des activités. Donc par exemple, un exemple d'effet rebond, si le moteur de notre voiture est plus efficace, eh bien on s'aperçoit que finalement on ne diminue pas en consommation d'énergie. Pourquoi? Parce que l'utilisateur va avoir tendance à parcourir plus de kilomètres, parce que le moteur sera plus efficace, parce qu'on va moins utiliser d'énergie, ça va peut-être être moins cher en termes d'essence, donc il va pouvoir parcourir plus de kilomètres. Alors d'un point de vue empirique, qu'est-ce qu'on observe au niveau de la limite de substitution? C'est que ces énergies renouvelables, oui, elles sont bien sûr nécessaires pour une transition énergétique, mais d'un point de vue global et dans une perspective de croissance économique, eh bien, il va être difficile de substituer nos énergies fossiles aux énergies renouvelables. Pourquoi? Par rapport à leurs caractéristiques physiques. Alors d'abord, les énergies renouvelables, les technologies telles que les technologies éoliennes ou bien panneaux solaires ont une durée de vie plus faible que les centrales à charbon. Une centrale à charbon a une durée de vie plutôt de l'ordre de 70 ans. Une centrale éolienne est plutôt de l'ordre de 20 à 25 ans. Les énergies renouvelables ont une densité faible. Bien sûr, on ne peut pas tenir dans nos mains une tonne d'énergie solaire par rapport à une tonne d'énergie charbonneuse. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on va, pour pouvoir substituer toute notre énergie fossile, on va demander une plus grande superficie. C'est-à-dire que, par exemple, pour remplacer une centrale à charbon qui, elle, demande 1 à 4 km², eh bien, pour avoir l'équivalent en termes de panneaux solaires,
on va demander plutôt 20 à 50 km² de superficie. Ensuite, ces énergies renouvelables sont intermittentes. Alors l'intermittence, ça pourrait ne pas poser de problème, on pourrait ne pas utiliser d'énergie à un moment donné, sauf que toujours dans cette logique productiviste, on a besoin d'énergie constamment. Donc qu'est-ce que ça implique? C'est que cette intermittence, en termes physiques, ça montre un facteur de capacité beaucoup plus faible que les centrales d'énergie fossile. Donc, par exemple, une centrale à charbon va fonctionner 80% de son temps. Quand le vent ne souffle pas, la centrale éolienne ne marche pas, ce qui montre un facteur de capacité plutôt de l'ordre de 25%. Ce qui veut dire que toujours, pour remplacer une centrale à charbon de 1000 MW par exemple, eh bien, on va avoir besoin de 600 centrales éoliennes de 3 MW. Le stockage aussi est difficile, donc oui, il existe, hein, on a des batteries, on a de meilleurs moyens pour stocker cette énergie, mais ça a des coûts même en termes de matériaux qu'il faut aller extraire dans des mines qui sont sûrement en Chine et qui vont utiliser des machineries lourdes qui, elles, sont propulsées avec des énergies fossiles. Pardon. Alors toutes ces caractéristiques physiques bien inférieures, de qualité bien inférieure aux énergies fossiles, montrent en fait un ROI, un taux de retour énergétique bien inférieur. Et donc ce qui montrerait plutôt une relation en effet de complémentarité avec les énergies fossiles. Alors moi, j'ai pas étudié le plan de transition énergétique québécois, bien que je poste pour Transition énergétique Québec. Mon mémoire était plutôt sur le plan de transition énergétique allemand, et on s'aperçoit que oui, en effet, l'Allemagne ferme peu à peu ses centrales nucléaires, mais c'est un grand importateur de gaz. Pourquoi? Parce que bien qu'ils développent énormément les centrales éoliennes et les panneaux photovoltaïques, ils ont besoin d'énergie en backup, une énergie fossile. Et donc, qu'est-ce que ça impliquerait de remplacer toute notre énergie fossile qu'on utilise aujourd'hui, qui est de l'ordre de 500 exajoules, par 500 exajoules d'énergie renouvelable? Eh bien, on risquerait un cannibalisme énergétique. Alors, c'est un thème un peu barbare, mais cannibalisme énergétique, ça veut dire que si on devait développer demain toutes les technologies éoliennes et solaires pour remplacer notre système actuel, eh bien, on empiéterait sur une partie de notre énergie dont on a besoin pour maintenir notre système. Donc, on risquerait une décroissance du niveau de vie. On risquerait même une augmentation de la pollution parce qu'on mobiliserait énormément d'énergie fossile pour produire ces technologies, et donc on accélérerait l'épuisement de ces ressources. Donc qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Eh bien, le premier graphique vous montre les gains en efficacité qu'on a réussi à avoir. Alors, ils existent, il y en a, mais toujours dans ce contexte de croissance économique, ils sont toujours très faibles par rapport à notre consommation d'énergie. Le deuxième graphe vous montre donc les deux premières surfaces, jaunes et vertes, ce sont le développement des énergies renouvelables. Elles sont là, mais en contrepartie, il y a aussi une croissance en énergie fossile. Donc finalement, moi ce que je me dis, c'est que ces énergies renouvelables-là, elles n'ont pas remplacé les énergies fossiles, mais elles ont juste pu s'ajouter à ces énergies fossiles dans un contexte d'augmentation de la production. Donc, en conclusion, bien sûr, il faut s'affranchir des énergies fossiles, parce que de force ou de gré, soit elles s'épuisent, soit ça va menacer nos conditions d'existence. Or, si politiquement on s'engage dans une transition énergétique, moi, ma thèse que je soutiens, c'est que nos capacités de production, elles vont être inférieures aux capacités de production qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on a affaire à deux types d'énergie complètement différentes. Une énergie fossile abondante, bon marché, avec une capacité calorifique très importante, et des énergies renouvelables diffuses qu'on a besoin de concentrer via des technologies. Donc, amoindrir les capacités de production, c'est un gros défi dans une logique productiviste qu'on connaît aujourd'hui. Parce que, oui, bien sûr, dans un contexte de croissance économique, le partage des ressources
n'est pas forcément équitable, mais dans un contexte d'augmenter toujours la production, bon, ben, on se dit qu'il y en aura pour tout le monde. Mais dans un contexte de réduction de la production, ben, on se demande comment nos énergies, comment nos ressources vont être partagées. Sur le plan financier, eh bien oui, le désinvestissement, selon une perspective de décroissance, le désinvestissement est bien sûr une nécessité. Pourquoi? Parce qu'en termes d'épuisement, et si on veut respecter les objectifs climatiques, donc via des réglementations, eh bien investir dans ces énergies fossiles, ça constituerait un risque financier. Parce que bien sûr, si dans un contexte d'épuisement, investir dans des énergies fossiles, ça surévaluerait les réserves et ça risquerait de dévaloriser nos investissements. Donc finalement, le désinvestissement du secteur des énergies fossiles pris dans une logique de décroître la production, et ben ça suppose en fait un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, c'est ce à quoi invite le mouvement de la décroissance. Alors moi, j'ai suivi le cours de décroissance soutenable au HEC à Montréal, mais ma thèse n'était pas sur la décroissance, mais bien sur cette comparaison des énergies renouvelables et fossiles. Mais qu'est-ce que dit la décroissance sur ces capacités de production qui vont être amoindries? Eh bien, ça implique qu'aujourd'hui, on se demande comment ce qui est produit sera partagé. Donc ça peut remettre en question notre système de propriété privée. On doit aussi se poser la question des choix démocratiques. Comment on va produire nos énergies renouvelables? Qui va produire nos énergies renouvelables? Et que finalement, tout projet de transition énergétique pris dans une perspective décroissanciste, elle devrait peut-être répondre aux questions suivantes. Est-ce que la production de nos énergies renouvelables répond à l'autoproduction? Est-ce que notre production d'énergie renouvelable va permettre une communalisation des biens, une démocratisation et une coopération? Merci. Oui. Alors, merci Sarah. Alors, je retiens que de 1973 à 2014, on a doublé la production d'énergie fossile. Elle a présenté 3 stratégies, celle de la substitution, de l'efficacité énergétique et de la dématérialisation, autant pour le modèle de l'économie classique que de l'écologie économique. Et puis, pour conclure avec la nécessité de la décroissance, qui implique un ralentissement et qui implique un changement de paradigme. Je vais passer la parole à M. Patrick Bonin. Patrick Bonin œuvre à titre d'expert sur les changements climatiques depuis plus de 15 ans. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM et d'un diplôme d'études supérieures en éducation relative en environnement, ainsi que d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. Il a été co-porte-parole de la coalition Québec vers Kyoto. De 2007 à 2008, il assure la direction générale de Projet Saint-Laurent, organisme responsable du Jour de la Terre, Québec. Patrick Bonin est nommé écologiste de l'année à l'UQAM en 2005 et s'est mérité 2 prix Félix de l'environnement. Il a participé à la conférence Rio+20 de l'ONU, ainsi qu'à plusieurs rencontres internationales de l'ONU sur les changements climatiques. Directeur de la campagne Climat et Énergie de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique pendant 4 ans, Patrick Bonin fait également partie du CA du réseau Action Climat Canada et a siégé au sein de plusieurs conseils d'administration et comités en environnement et développement durable. Il est responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada depuis près de 6 ans. Alors, ce qu'on lui a demandé, c'est de présenter l'état des démarches concernant le désinvestissement des combustibles fossiles. Donc, quelles sont les campagnes récentes, qui nous montrent des exemples, quels sont les principaux obstacles, quelle voie d'avenir, ce genre de questions-là. Alors, lui aussi a 20 minutes. Merci, monsieur. Allez-y. Merci, monsieur Don. Merci de l'invitation. Bonsoir.
Je voudrais peut-être d'emblée juste vous rappeler, je travaille pour Greenpeace. Greenpeace a 43 ans. On est un organisme 100% indépendant des gouvernements, des entreprises. Donc, on n'accepte pas d'argent des gouvernements et des entreprises. Attendez-vous pas à ce que je vous propose des investissements dans les entreprises aujourd'hui. Ça ne fait pas partie de ma mission et de notre mission, et ça fait partie de notre indépendance de ne pas se rendre là, mais on va quand même rentrer dans quelques solutions pour le désinvestissement. Qu'est-ce qu'on entend par désinvestissement? Il y a plusieurs manières de faire du désinvestissement. La première étape, c'est essentiellement d'arrêter d'investir. Donc, vous avez des institutions financières, des institutions académiques ou autres, qui peuvent dire on arrête d'investir, donc une nouvelle politique qui empêche des nouveaux investissements dans les combustibles fossiles. Vous avez un niveau plus élevé qui est de désinvestir, donc de retirer de l'argent qui est actuellement investi par des organisations dans les compagnies de combustibles fossiles. Vous avez la même chose qui est faisable d'un point de vue individuel. Il y a plusieurs individus, et je vais revenir plus loin, qui le font. Vous pouvez le demander à vos conseillers de placement. Ça se fait partout sur la planète. Il y a de plus en plus de choix et c'est de plus en plus facile. Quand on désinvestit, on investit aussi à quelque part. Donc, il faut garder en tête que si vous retirez de l'argent des combustibles fossiles, eh bien cet argent devient disponible pour être investi ailleurs. Et c'est là que c'est là, je dirais, que le défi est le plus grand. Pourquoi? Bien, essentiellement parce qu'il faut savoir où il faut investir et c'est pas nécessairement facile et c'est pas nécessairement tout cuit dans le bec et vous avez beaucoup de résistance au niveau des investisseurs. Je vais revenir un petit peu plus loin là-dessus dans la période de questions aussi si vous voulez, mais gardez en tête que ce mouvement de désinvestissement des combustibles fossiles, il est mondial et c'est pas la première fois qu'on a un mouvement de désinvestissement. Vous avez la même chose par exemple sur le tabac, sur l'armement. Et ces mouvements-là ont des phases. Une des phases, ça commence souvent par des institutions, par exemple institutions religieuses ou institutions publiques de santé, par exemple, qui disent « Nous, on n'investit plus dans le tabac, ça va contre notre mission. » Donc ça, c'est les premiers souvent qu'on voit dans une campagne de désinvestissement. Par la suite, ça a tendance à s'élargir. Souvent, ce sont les universités, par exemple, les organismes de charité, les villes même qui vont suivre et créer cette deuxième vague de désinvestissement. Et par la suite, quand on rentre vraiment à fond de train dans le désinvestissement, c'est ce qu'on appelle souvent le marché, essentiellement. Donc, ça devient mainstream, ça devient central au niveau du marché. Vous voyez des institutions financières, des grandes banques qui commencent à désinvestir. Et là, vous êtes rendu dans la phase où le désinvestissement est d'un certain sens en route. Actuellement, on a au niveau international l'équivalent de 6 000 milliards de dollars qui est désinvesti. Donc, des entreprises, des organisations, des institutions, on a plus de 850 dans le monde qui se sont engagés à désinvestir des combustibles fossiles. Donc, c'est majeur, c'est énorme, et ça, tous les jours, ça augmente, et il y a beaucoup d'individus aussi qui font partie de ce désinvestissement-là. Parmi les grands, par exemple, pensez aux Rockefeller, qui ont fait leur richesse, entre autres, avec les combustibles fossiles, et qui ont dit, on se retire des combustibles fossiles. Pensez également à des grandes villes comme New York, qui s'est engagée à désinvestir des combustibles fossiles, et qui va même à poursuivre les grandes entreprises pétrolières pour dire, vous allez payer pour les impacts qu'on subit et qu'on va subir en raison des changements climatiques, de l'augmentation des événements extrêmes, de l'augmentation du niveau de la mer. Donc, on est rendu dans des phases de désinvestissement qui sont même accompagnées par un rejet total des entreprises pétrolières et gazières. Au niveau international, vous avez par exemple le plus grand fonds souverain au monde, qui est le fonds norvégien, plus de 1000 milliards investis, qui désinvestit actuellement. Il l'a fait pour le charbon de manière massive, et là vous avez le gouvernement et la Banque centrale et le fonds qui demandent au gouvernement de pouvoir désinvestir davantage des combustibles fossiles, alors que la Norvège est un producteur de combustibles fossiles. Donc c'est extrêmement révélateur sur où on est rendu d'un point de vue financier. Quelqu'un dont sa richesse, sa fortune a reposé ou s'est fait grâce aux combustibles fossiles est rendu dans un mode de se départir des combustibles fossiles. Pourquoi on voit ça comme mouvement? Bien, essentiellement parce qu'il y a plusieurs raisons. Une, c'est environnemental à la base. Il y a une réalité physique, Sarah en a parlé, où on ne peut pas utiliser tous les combustibles fossiles, toutes les réserves qu'il y a actuellement sur Terre. Si on veut respecter l'accord de Paris, si on veut limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius, bien en dessous de 2 degrés Celsius, idéalement 1,5 degrés Celsius,
eh bien, il faut faire en sorte qu'environ 80% des réserves de combustibles fossiles, 80% restent sous terre. Donc, on parle de charbon, de gaz et de pétrole, de garder 80%, parce que si on en brûle plus que le 20%, eh bien, on va émettre trop de gaz à effet de serre et on va dépasser le 2 degrés Celsius. Donc, c'est une raison mathématique de base. Il y a trop de réserves de pétrole, de gaz et de charbon sur la planète. Donc, vous avez une réalité où on se dit, bien, pour respecter l'accord de Paris, le 1,5-2 degrés Celsius, il faut essentiellement être à 100% énergie renouvelable dans le monde, donc plus utiliser d'énergie fossile d'ici 2050, d'ici moins de 33 ans. Donc, c'est très, très bientôt, et ça exige aussi que les pays développés qui ont fait leur richesse et qui se sont enrichis en émettant des gaz à effet de serre, ce sont les grands responsables du réchauffement actuel, ce sont les mieux nantis, ce sont ceux qui ont les moyens, eux, il faut qu'ils assument le leadership. Donc, il faut même qu'en tant que pays développé, bien avant 2050, on ait arrêté d'utiliser les combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. Ça reste quand même un défi majeur quand vous y pensez en termes de changement de société, là, ne plus utiliser de combustibles fossiles. Et la plupart d'entre nous, en tout cas je nous le souhaite, mais on va vivre ça. Un, parce qu'on n'a pas le choix, il faut faire ça. Et deux, parce que ça arrive très rapidement, plus rapidement que les gens le pensent, et plus rapidement que les gouvernements le disent actuellement. Mais lorsqu'on regarde la science, c'est ça que la science elle dit. Ce que ça veut dire aussi, 100% énergie renouvelable d'ici 2050, ben ça veut dire qu'on ne peut plus ajouter d'infrastructures pétrolières, gazières et charbonnières, parce que tout ce qu'il y a actuellement en place, ça va déjà nous amener au-delà de 2 degrés Celsius. Toutes les infrastructures, j'entends par là les pipelines, les terminaux pétroliers, les transports par train, les raffineries, les puits de pétrole, les puits de gaz, les puits actuellement en fonction, il y en a même qui vont devoir être fermés parce qu'on ne peut pas tous les exploiter, sinon on va émettre trop de CO2, trop de gaz à effet de serre. Et évidemment, dans cette logique-là, les combustibles les plus polluants, le charbon par exemple, qui est le plus polluant actuellement, ben, c'est le premier combustible qu'il faut garder sous terre. Et après ça, on descend en termes de priorité. Vous avez les sables bitumineux qui viennent tout de suite après, font partie des combustibles fossiles qu'il faut garder le plus sous terre. 85% des réserves de pétrole des sables bitumineux, il faut les garder sous terre si on est sérieux dans la lutte contre les changements climatiques. Et après ça, vous avez le pétrole de schiste, gaz de schiste, etc. Donc, c'est majeur l'idée de ne plus ajouter d'infrastructures pétrolières et gazières. Plus de lignes de gaz pour alimenter les maisons, par exemple, parce que ce qu'il y a déjà en place, si ça va à la fin de leur vie utile, eh bien, on dépasse le 2 degrés Celsius. La beauté de la chose, c'est que c'est possible de faire le virage. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est possible. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je dis que c'est possible, mais ça va prendre un changement sociétal au niveau international majeur. Et parmi ce changement-là, nous, on a fait l'exercice Greenpeace International, on a produit comment arriver à 100% énergie renouvelable au niveau international en 2050. Et c'est la 3e édition qu'on fait ça. Dans nos prévisions au niveau de la consommation énergétique, on a été dans les dernières années meilleur que Goldman Sachs, meilleur également que le département des États-Unis dans les prévisions. Ce que ça dit, notre étude, essentiellement, c'est que si on veut être à 100% énergie renouvelable, la moitié de l'effort, c'est en efficacité énergétique, c'est en économie d'énergie, c'est en réduction de la consommation. Donc, une grosse partie consiste à faire mieux avec moins, consommer mieux. Une autre partie, c'est de développer les énergies renouvelables, entre autres pour être capable de tasser les combustibles fossiles, entre autres pour être capable de donner accès à l'électricité aux 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, et il y en a beaucoup là-dedans qui voudraient avoir accès à l'électricité. Donc c'est une question d'égalité, c'est une question d'atteindre aussi des objectifs de développement durable pour d'autres sociétés. Ce que ça dit également, c'est qu'il y a plusieurs moyens de produire de l'électricité. Sarah en a parlé, c'est pas juste de produire des gros parcs éoliens, de reproduire un mode actuel où les compagnies pétrolières se lancent dans la production d'électricité, et on le voit au Québec avec Gaz Métro, on le voit avec Enbridge, on le voit avec TransCanada. L'idée, c'est qu'on peut développer aussi de l'électricité communautaire, de l'autoproduction. On a des systèmes intelligents qui permettent d'équilibrer facilement la production d'électricité. Donc, ce n'est pas complètement fou de faire ça. On est déjà à 100% énergie renouvelable au Québec en termes de production d'électricité. Après ça, il faut s'assurer d'électrifier, par exemple, par de véhicules automobiles, les autobus,
électrifier les processus industriels, électrifier le chauffage au Québec. Pourquoi on met encore du gaz au Québec, qui est en passant beaucoup de gaz de schiste, alors qu'on pourrait électrifier tout ça? On sait qu'il va falloir le faire tôt ou tard, et c'est ça le défi actuellement. Il y a une autre raison pourquoi on veut désinvestir au-delà du niveau environnemental, c'est ce qu'on appelle l'éclatement de la bulle de carbone. Je vous parlais tantôt de 80% des combustibles fossiles qui doivent rester dans le sol. Bien, les entreprises qui ont ces réserves-là actuellement considèrent que toutes leurs réserves sont brûlables, que leurs actifs, ce sont des vrais actifs, alors que c'est impossible. Si on est sérieux, puis je pense qu'on l'est, puis si nos gouvernements ne le sont pas, bien, on va s'assurer qu'ils font le virage, puis on va les remplacer, puis on va sortir dans la rue. C'est pas vrai qu'on va laisser comme ça la planète brûler, là, on le sait tous, là. Eh bien, les actifs, on les appelle des actifs échoués. Une grosse partie des actifs de ces entreprises-là ne sont pas des vrais actifs. En anglais, c'est des stranded assets, c'est des actifs qui ne pourront jamais être utilisés. Donc ça, c'est une grosse raison de ce qu'on appelle la bulle de carbone qui risque d'éclater. On l'a vu beaucoup au niveau du charbon, par exemple. Il y a une diminution de la consommation de charbon au niveau international, un ralentissement, dépendamment des années, mais on s'en va vers une diminution clairement, un ralentissement de la consommation, et vous avez les entreprises qui font faillite actuellement, même si on continue à consommer du charbon, parce que leurs actifs ne sont plus viables, parce que la réalité est que le charbon, c'est le premier combustible qu'on doit garder sous terre, et donc que ces entreprises-là ne deviennent pas intéressantes, que le prix et la valeur de ces actions-là, eh bien, elles diminuent. Et c'est ce qui risque d'arriver, et c'est ce qui risque fort probablement d'arriver avec le pétrole. Au moment où on va commencer à réduire notre consommation de pétrole au niveau mondial, ce qui n'est pas si loin, si vous regardez, Shell parle de 2022 environ, Shell étant une compagnie pétrolière, on s'en souvient, eh bien, c'est dans quelques années à peine, et évidemment, il faut qu'on le fasse le plus rapidement possible. Et quand on parle de désinvestissement, la valeur des actifs, ce n'est pas le jour où la consommation diminue, c'est bien avant que la valeur diminue des actifs. C'est ce qui est arrivé avec le charbon, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, c'est entre autres ce qu'on appelle la bulle de carbone et le risque financier d'investir dans les combustibles fossiles. Une autre beauté de la chose, c'est que, je vous disais tantôt, il faut changer évidemment notre mode de consommation, diminuer, vous le savez probablement, on consomme au Québec, en fait, si tout le monde consommait comme des Québécois, ça prendrait 3 planètes Terre. Donc, clairement, on consomme trop. Au niveau mondial, actuellement, c'est à peu près 1,6 planètes que ça prendrait pour répondre à nos besoins actuellement. Donc, évidemment, faire le virage vers les énergies renouvelables, c'est une chose, mais il faut diminuer notre consommation. Quand même, quand on regarde pourquoi il y a, par exemple, une baisse au niveau de la valeur du charbon, une diminution de la consommation de charbon, ou à tout le moins un plafonnement, et là, ça commence à diminuer, entre autres en Chine, eh bien, c'est parce que les énergies renouvelables, elles deviennent de plus en plus compétitives, et presque partout sur la planète, la production d'électricité à partir du solaire, à partir de l'éolien dans plusieurs cas, eh bien, ça revient moins cher que de produire à partir du charbon, que de produire à partir du gaz naturel. Donc, les énergies renouvelables, le solaire, par exemple, c'est 85% de réduction du coût de production en 7 ans. C'est majeur. Les éoliennes qu'on a aujourd'hui n'ont rien à voir avec les éoliennes qu'on avait il y a 3 ans. André était bien placé pour en parler. Avec une même éolienne, on est quasiment capable de produire 5 MW aujourd'hui. Donc, on a une amélioration de la performance, de l'efficacité, une diminution du coût au niveau des solutions alternatives aux combustibles fossiles. Et en termes de coût, ben, c'est presque 2 cents le kilowattheure, les grands parcs éoliens actuellement. C'est moins cher que le prix qu'on paie notre électricité, les premiers kilowattheures de base. Si on regarde tout ça, cette réalité économique-là, eh bien, elle existe malgré le fait qu'on continue à subventionner les combustibles fossiles à hauteur de 600-700 milliards par année actuellement au niveau mondial. Donc, c'est majeur, des subventions directes à la production et la consommation. Donc, imaginez si cet argent-là, parce que la logique veut que si on arrête, et si on se donne des défis, puis si on se donne des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, on va arrêter de financer le problème, on va écouter, ou du moins le G7 et G8 de ce monde vont respecter leur engagement qu'ils ont pris en 2010 à Pittsburgh d'arrêter les combustibles fossiles, ou les subventions aux combustibles fossiles, et ces 600-700 milliards-là, ben, ils vont être disponibles pour aller dans les solutions. Actuellement, c'est, dépendamment des solutions à énergie renouvelable, c'est 2 à 3 à 6 fois moins de subventions qu'il y a pour les solutions. Donc, on règle un gros problème déjà en prenant l'argent, en l'emmenant à la bonne place. Il y a évidemment
inévitable au Québec, parce qu'un gros de notre problème, c'est dans les transports, 43-4% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est dans les transports. La première solution, c'est entre autres le développement des transports collectifs. L'électrification, en plus des transports collectifs, on est encore mieux, et on le voit poindre, on le voit arriver. Vous avez un beau projet qui est arrivé ici à Québec de transport collectif structurant qu'on n'imaginait pas il n'y a pas si longtemps. Et vous avez tous les maires, ou presque partout à travers le Québec, qui avaient des positions favorables à la mobilité durable lors des dernières élections et qui demandent de ces types de solutions-là. Donc, il y a une grosse partie des solutions ici qui sont dans les transports collectifs. Au-delà de ça, il y a inévitablement la réalité qu'on a à peu près 50% des déplacements qui ne se font pas dans les grandes villes au Québec. Donc, on a une réalité où il y a un rôle pour la voiture électrique. Et quand on regarde au niveau du développement de la voiture électrique, qui n'est pas parfaite, j'en conviens, je ne suis pas en train de dire que c'est la solution magique, puis que remplacer des trafics de chars à combustion par des trafics de chars électriques, on va régler le problème. Mais il y a quand même une réalité où notre société est structurée, où on a besoin d'électrifier les véhicules qui actuellement fonctionnent avec des moteurs à combustion. Et le prix actuellement des véhicules fait que, et c'est Bloomberg qui disait la semaine passée, Michael Bloomberg, que c'est même rendu plus compétitif les véhicules électriques que les véhicules à combustion. Quand vous regardez l'ensemble du cycle de vie, ce qui veut dire toute la durée d'utilisation de votre véhicule, eh bien vous épargnez à chaque fois au niveau, parce que vous n'avez plus d'essence à acheter, c'est particulièrement vrai au Québec. Donc cette réalité, au Québec, plusieurs véhicules sont déjà plus compétitifs. Pourquoi? Encore une fois, c'est le baisse des coûts de fabrication des véhicules, de coût des batteries, augmentation de l'autonomie des véhicules également, qui fait que c'est plus intéressant qu'avant. Avant, on était pris 160 km. Là, maintenant, vous avez plusieurs modèles qui sont 200, 300, 400 km et qui sont très compétitifs. Donc, vous avez une tendance mondiale où, par exemple, la Chine, qui est quand même pas le plus petit pays en termes de véhicules, eh bien, ils se sont engagés à avoir 12% des véhicules en 2020, des véhicules neufs, qui sont vendus, qui vont être 100% électriques. La Chine est rendue là. Vous avez la Norvège qui est déjà à 50% des véhicules vendus qui sont électriques. En 2025, la Norvège vise 100% des véhicules vendus neufs électriques. Et ils sont en voie pour atteindre cet objectif-là. Et cette réalité au niveau mondial va faire, entre autres, en sorte qu'on va réduire la consommation de pétrole. Et on veut que ça se fasse, on veut que ça se fasse très rapidement. Donc, il y a des avancées technologiques à ce niveau-là aussi. Évidemment, le 1,5, le 2 degrés, c'est pas juste dans les transports, c'est aussi dans l'aménagement urbain, c'est aussi dans l'agriculture, la manière qu'on consomme, les cycles de proximité, la foresterie également, d'avoir de la foresterie durable, davantage de transformation, d'augmenter le couvert forestier, donc de faire en sorte qu'on arrête déjà la déforestation et qu'on rajoute des arbres, qu'on rajoute de la captation de CO2 et de la séquestration de ce CO2-là. Autre point, les énergies fossiles sont déjà moins rentables. Quand vous regardez les rendements de la Caisse de dépôt, Corporate Knight a fait une étude entre 2000 et 2015. On a perdu 7 milliards au Québec. La Caisse de dépôt et placement a perdu 7 milliards au Québec. Si elle avait investi, si elle avait sorti des combustibles fossiles, il y aurait eu 7 milliards de plus de rendement. L'année passée, Recycle ta caisse vient de produire le rapport sur les rendements de l'année passée de la Caisse de dépôt et placement, et ils sont à moins 2% environ de rendement au niveau des énergies fossiles. Donc l'argent qui est placé de la Caisse de dépôt dans les énergies fossiles a généré environ moins 2% de rendement, comparativement à près de 10% pour le rendement global de la Caisse. Et c'est ça la réalité au niveau des énergies fossiles. Et vous regardez au niveau mondial, les indices Morgan Stanley, eh bien, on fait l'étude aussi depuis 2010, c'est environ 12% de perte de rendement quand on compare les portefeuilles qui ont des combustibles fossiles versus ceux qui n'ont pas de combustibles fossiles. Donc, il y a un aspect financier extrêmement intéressant qui fait en sorte que ça l'accélère et c'est ça qu'on arrive avec des grands financiers de ce monde, des HSBC, la plus grande institution financière d'Europe, qui a annoncé la semaine passée qu'elle n'investirait plus dans un pipeline comme Keystone XL, comme la ligne 3, qu'elle n'investissait plus dans le pétrole en Arctique, qu'elle allait réduire drastiquement sa consommation ou ses placements dans le charbon. Et ça, c'est après BNP Paribas, la septième banque au monde. Vous avez AXA également, le troisième assureur mondial, qui s'est engagé à des données similaires. Donc, vous avez vraiment cette dynamique qui est vouée à s'accélérer. Au Québec, on a, entre autres, Desjardins, dont vous avez probablement entendu parler, la plus grande institution financière présente au Québec,
eh bien, Desjardins s'est engagé à réduire sa consommation ou réduire son exposition aux combustibles fossiles, mais ce n'est pas un désinvestissement. Ce n'est pas un désinvestissement aussi ambitieux que ce qu'on voit dans les institutions financières les plus progressistes actuellement. Et c'est ça pourquoi on a une campagne, et je vous invite à aller sur notre site si vous êtes membre de Desjardins et si votre assemblée générale n'a pas eu lieu encore, parce que c'est d'ici le 30 avril que les assemblées générales ont lieu. Je vous invite à aller, on a un guide, à aller dire à Desjardins qu'il doit désinvestir les combustibles fossiles, à commencer par les pipelines de sable bitumineux au Canada, parce que c'est le principal problème environnemental au Canada, les pipelines de sable bitumineux. En fait, la production de pétrole de sable bitumineux, et Desjardins a investi 145 millions dans un prêt qu'il a donné pour la construction du pipeline Kinder Morgan. La beauté de la chose, c'est que les gens embarquent. Il y a déjà près de 20 résolutions qui ont été adoptées dans des caisses à travers le Québec, un petit peu partout, par des gens qui se sont levés, qui sont allés dans l'Assemblée générale, qui ont demandé à leur caisse un désinvestissement. Et, aux surprises, pas tant que ça, surprise, je vous dirais, mais les gens ont, dans certains cas, unanimement voté en faveur du désinvestissement. Dans 18 des 20 cas qui ont été présentés, les gens ont voté favorablement. Ce qui a été, seulement 2 caisses n'ont pas voté, ça a été très serré. Donc, vous avez déjà une occasion d'agir concrètement sur des caisses, sur des institutions financières. Et la Caisse de dépôt, il y a une autre campagne qui s'appelle « Sortons la caisse du carbone ». Vous pouvez aller voir le site Internet, qui a mené à un premier désinvestissement de la Caisse l'année passée, une première annonce. Et on va continuer, c'est une large coalition qui a mis de la pression, sans laquelle la Caisse de dépôt et placement n'aurait jamais bougé, ou du moins aurait bougé beaucoup moins vite. Et maintenant, il faut s'assurer que l'argent des Québécois est rapidement désinvesti du problème et soit investi dans les solutions. Merci. Pour résumer, si on peut résumer, le désinvestissement est un mouvement mondial. On parle de 6 000 milliards de dollars qui ont été annoncés en désinvestissement. Souvent, on voit que ça arrive en 3 tendances. D'abord, des organismes qui sont reconnus pour avoir certaines valeurs, qui désinvestissent, comme les organismes de charité. Ensuite, des organismes publics et des compagnies. Et enfin, le marché des grandes institutions internationales. On commence à être rendu là. Alors, il y a le Fonds de la Norvège, entre autres, qui a désinvesti, les employés de la ville de New York. 80% des combustibles fossiles doivent rester sous terre pour respecter le 2 degrés Celsius, d'où une bulle de carbone. La Chine, la Norvège, l'Inde et l'Allemagne ont statué pour les véhicules électriques. Le Québec a lancé une norme aussi d'un certain nombre de 15% 2020. 100 000 véhicules en 2020. Ouais. Sur ça. Sur 4 millions. Ouais, on n'est pas là. Et puis, on a insisté sur les transports collectifs. Et puis, on a fini avec les mouvements de la Caisse de Jardin. Avant d'arriver à la pause, je vous présente que le dernier numéro de Relation s'appelle « Tumulte politique, décoder les temps présents » est en vente, ainsi que d'autres numéros pertinents selon le thème de la soirée. On a une promotion pour les soirées pour la revue Relation. Si vous vous abonnez ce soir, vous avez droit à 3 numéros supplémentaires gratuits. Alors, c'est une bonne promotion. Et ensuite, le travail du secteur Vivre Ensemble qui aborde régulièrement les enjeux de l'immigration et du pluralisme. On peut, vous pouvez vous abonner à la liste d'envoi du webzine qui vient de se doter d'une présentation renouvelée. Je vous invite à remplir ce petit formulaire-là où il y a une évaluation de la soirée puis en même temps l'information pour savoir de qui ou comment est-ce que vous avez pris connaissance de la soirée de ce soir. Ça nous aide pour la publicité, pour cibler notre publicité. Alors, je vous convoque pour une pause de 10 minutes et ensuite on revient pour une période de questions avec les panélistes. Alors, à tantôt.